Alors, le thème de ce soir de notre table ronde, vous l'avez vu dans les invitations, c'est de l'ancrage régional au développement international. Vous allez découvrir en une petite vingtaine de minutes 240 années d'histoire industrielle. C'est le groupe LISI. Et les deux membres, les deux dirigeants du groupe LISI qu'on va découvrir tout à l'heure, qui nous font vraiment le plaisir d'être avec nous ce soir. Vous savez que le groupe LISI, c'est un des membres fondateurs du réseau Entreprendre de Franche-Comté. Il y en a d'autres qui sont encore dans la salle depuis une dizaine d'années maintenant. C'est donc le groupe LISI, pilier du réseau et des valeurs du réseau Entreprendre. Mais au-delà de cette notion réseau Entreprendre Franche-Comté, eh bien, découvrons ensemble le groupe LISI. C'est un groupe qui exerce son activité en direction de 3 grands marchés nationaux, mais surtout internationaux, l'automobile, l'aéronautique et le secteur médical. Plutôt que de vous en parler, nous préférons vous montrer le film de présentation du groupe LISI.
Le groupe Lizzy, une des entreprises les plus emblématiques de la réussite entrepreneuriale de la région. Nous sommes vraiment très très heureux ce soir d'accueillir deux dirigeants d'avenir emblématiques du groupe Lizzy. Ils sont en plus tous les deux issus de grandes familles d'entrepreneurs, famille Viellard, famille Koller. Nous accueillons comme il se doit pour cette 10e édition Emmanuel Viellard et Jean-Philippe Koller. Soyez les bienvenus, messieurs. Je pense que vos micros vont fonctionner. Emmanuel Viellard, Jean-Philippe Koller. Bonsoir messieurs, qui êtes-vous au sein du groupe Lizzy? Donc Emmanuel Viellard, directeur général. Jean-Philippe Koller, directeur général délégué. Très bien. Nous allons brosser en quelques minutes, parce que autrement, je vais regarder un petit peu tout ce qu'on aurait pu dire sur 240 années. Je me suis dit que ça n'aurait pas été possible. Nous serions encore là demain matin. Nous allons parler des principales dates des alliances familiales. Et on commence avec Emmanuel Viellard, on commence en 1777. Oui, vous l'avez vu dans le petit film tout à l'heure. Effectivement, en 1777, c'est la fondation de Japy à Beaucourt. Suivi juste après, en 1796, la fondation de Viellard-Mijon et compagnie à Morvillard. Et puis ensuite, il y a eu des grandes dates que vous avez vues tout à l'heure, notamment en 1806, qui était le début de la collaboration entre ces deux sociétés. Et puis en 1960, il y a eu la reprise de l'usine de l'Île-sur-le-Doubs par la société industrielle de Delle, donc la famille Koller. Et il y a eu une alliance en 1870 pour fonder un comptoir commercial. Donc vous voyez, on travaille ensemble depuis très longtemps et l'intelligence de la génération précédente a été de s'allier pour faire face à la montée de l'industrie automobile dans les années 60, donc il y a plus de 50 ans, pour créer un groupe avec une dimension, une taille critique qui puisse ensuite se diversifier dans la partie aéronautique dans les années 80 et puis tout récemment dans la partie médicale. Alors en 1999, à un moment donné, arrive une nouvelle génération, donc une génération qui est la génération actuelle des dirigeants de Lizzy. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette génération, au début des années 2000 ? Elle est nouvelle génération. On a pensé plus global, plus international. On est allé chercher des zones de croissance. Dans l'aéronautique, il fallait être présent aux États-Unis, donc c'était un mouvement très très important en 1996. Et puis ensuite, on a essayé de regarder dans le portefeuille d'activités s'il n'y avait pas des activités dans lesquelles on était un petit peu marginal, un petit peu trop petit, où on pouvait mieux se spécialiser pour concentrer nos forces dans la partie aéronautique et puis ensuite ouvrir le sujet du médical. Donc on part de 1777 où on fait des mouvements d'horlogerie et puis on arrive petit à petit dans un milieu très 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 international. Quand on passe dès maintenant aux étapes majeures donc, du développement du groupe, là on est à partir de quoi? Des années 77, 78 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe par exemple en 1978 quand GFI est premier fabricant français de fixation, c'est ça? Et puis après on enchaîne? Voilà, 67-68, donc 10 ans avant, sur lequel il y a eu la création vraiment d'une entité capitalistique forte avec l'alliance de ces différentes familles pour créer un ensemble beaucoup plus puissant, pour pouvoir investir. L'industrie automobile s'est très très fortement développée. Exactement le même mouvement comme on a connu dans la partie aéronautique là, beaucoup plus récemment. Et puis l'idée aussi, là, c'est de consolider la partie médicale, puisqu'on est convaincu que ce marché-là va également s'organiser, se structurer, et il y aura besoin d'avoir des équipementiers importants pour pouvoir les suivre. Avec une famille, avec des actionnaires, des dirigeants comme ça, comment est-ce qu'on arrive à passer le cap de l'international? Où sont les freins? Il y a des freins à cette période? Quand on commence dans les années 70, 80, 90 à parler de l'international? Oui, c'est le propre d'une société familiale, c'est d'avoir il y a des tournants à négocier, il y a des virages stratégiques à prendre, et il y a un moment où il faut se lancer. Donc quand on est fort sur ses bases,
À ce moment-là, on peut aller à l'international beaucoup plus facilement. Je pense que, si vous voulez, la vraie difficulté a été plutôt à la génération précédente. Hein, c'était plutôt de s'organiser. Et nous, derrière, avec ce qu'on a fait, on a repris quelque chose qui était sain, qui était déjà dynamique. Et il a fallu juste apporter au moment les bonnes impulsions. La volonté d'aller aux États-Unis. Jean-Philippe s'est installé là-bas pendant pas mal d'années pour pouvoir suivre l'activité. Moi, je suis allé de très 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 nombreuses fois. Donc, effectivement, il y a une volonté à avoir, mais une fois qu'on a passé ce cap-là, aujourd'hui, on est structuré. On a une équipe là-bas qui est capable d'intégrer, qui est capable de faire du développement, trouver des cibles d'acquisition. Donc, on a déjà maintenant une taille qui nous permet effectivement d'aller plus vite, plus loin et plus rapidement peut-être. Alors, vous achetez, hein, je vois que vous achetez en 95-96 donc développement mondial avec l'acquisition internationale de M et F pour la partie allemande, pour l'auto, et Aichi Aero aux USA, c'est ça? Mais vous vendez aussi? Oui, ce que je vous expliquais tout à l'heure, on a vendu des activités qui étaient trop petites, des activités dans lesquelles on n'avait pas la taille mondiale, des activités dans lesquelles on ne pouvait pas devenir un vrai leader. Et là, effectivement, il faut faire des choix. La stratégie, c'est ça, c'est d'allouer des ressources en fonction de là où on peut être bon. L'idée, c'était de devenir leader, donc vous vous êtes séparé de marchés qui étaient trop locaux. Absolument. Donc, toujours dans les dates, on arrive en 2002, et donc c'est la naissance de Lizzie, en fait. Voilà, le nom Lizzie qui veut dire Link Solution for Industry, donc tout ce qui assure le lien, la liaison, ce qu'on ne voit pas forcément dans le film là, parce que là c'est surtout sur les produits, mais notre véritable raison d'être est d'optimiser la ligne d'assemblage chez nos grands clients. Donc on est là pour apporter tous les éléments qui permettent d'aller mieux, plus vite, avec plus de qualité pour tout ce qui touche l'assemblage. Et donc on a essayé de se positionner sur des marchés où l'assemblage était complexe, où il y avait des problématiques les plus difficiles à résoudre pour pouvoir apporter de la valeur ajoutée. Ça, c'est une question qui m'interpelle, mais comme hier, c'était la journée de la femme, je voudrais quand même... C'est une question là sur... en 2010, je lis Lizzie Cosmetics. C'est la session. Donc puisque au départ, comme on était spécialiste des éléments vissés, on fabriquait des bouchons, et on a fabriqué des bouchons de parfum pendant très longtemps. C'est une activité, là, typiquement, où on n'a pas atteint une taille mondiale. Et il y a d'autres qui étaient mieux placés que nous, notamment le groupe Pochet, qui fabriquait du verre et qui avait une activité forte dans les bouchons, nous a repris cette activité-là avec une capacité de pouvoir les développer plus facilement que nous. Très bien. Et donc, en 2011, c'est l'entrée dans les fixations médicales, dans l'orthopédique, et avec cette idée donc de n'être présent que dans des secteurs qui marchent fort et qui ont un vrai développement. Voilà, exactement, de pouvoir assembler le corps humain, comme on assemble une voiture ou un avion. Il y a besoin dans ce secteur-là d'avoir des vrais acteurs. C'est un secteur qui, en termes de taille d'activité, est très très important. Et d'avoir des vrais spécialistes fabricants. Aujourd'hui, il y a surtout, en fait, soit des financiers, soit des gens qui sont plus avec une culture biomédicale qu'industrielle. Et nous, il nous a semblé important de nous positionner sur ce marché-là. Vos dernières acquisitions, pour terminer, celle de 2015. Dans le domaine du médical. Oui. Aux États-Unis, avec une très très belle société qui est spécialisée dans la chirurgie mini-invasive, avec des tout petits outils qu'on introduit dans le corps pour pouvoir réaliser des opérations, des outils très très précis qui sont en single use, donc avec usage unique et qui sont utilisés en grande quantité, qui permettent la chirurgie ambulatoire, et c'est un secteur qui est en plein développement. Merci Emmanuel. Jean-Philippe, si vous voulez bien prendre le micro, parce qu'on a quelques points à voir ensemble, mais est-ce que vous pouvez nous faire un petit descriptif du groupe Lizzie en 2017? Alors, un peu plus de ce qu'on a vu là, mais peut-être le rappeler aussi. Oui, vous avez déjà vu pas mal de choses. Là, le film, en fait, ça a pratiquement tout dit, mais 1,5 milliard, c'est bien ça. Et on a un projet encore d'une croissance de 5 à 10% pour l'année 2017. 11 500 personnes. Il y a un petit chiffre là que je me permettrai de rajouter. Il y avait 6 400 personnes en France, mais 1 100 personnes en Franche-Comté. Voilà, donc nos perspectives pour l'instant de 2017, elles sont tout à fait positives. On a un marché qui est somme toute assez porteur, tant du côté de l'aéronautique que du côté automotive et médical. Donc pour l'instant, tout va bien. Et quand on a un groupe qui est présent dans 14 pays avec 11 500 personnes, que faites-vous Qu'est-ce qui se passe à Belfort, en fait? Alors,
Oui, effectivement, on est un grand groupe d'une dimension internationale. Et là, on peut faire le lien avec cette soirée, avec le réseau Entreprendre, justement. C'est que la culture du groupe, c'est une culture de PME, finalement. On a derrière nous et en dessous de nous des PME et on essaye de les diriger comme des PME. C'est ça qui est très, très important. Donc le centre névralgique du groupe LISI, c'est Céleste de Belfort. Céleste de Belfort, mais on a pour objectif, par exemple, avec Emmanuel, sous 2 ou 3 ans, d'être capable d'avoir visité les 44 sites. On met en place une structure de gouvernance, on met en place des routines, des zones, des réunions de reporting qui nous permettent justement de pouvoir vraiment suivre, animer, on va dire, nos PME. Je vous avouerai qu'en préparant cet entretien, j'étais vraiment surpris. Je vous savais à Belfort, mais je ne pensais pas que le centre névralgique, comme je disais, était situé là sur autant de chiffres d'affaires, autant de personnes et autant de pays et d'entreprises représentées. Quels sont oui. Et on a envie de s'enraciner davantage, puisque comme certains peuvent le savoir, on va déménager encore sur des racines encore plus fortes à Grand-Villard d'ici la fin de l'année. Très bien. Quels sont les traits majeurs de la culture LISI ? Alors, comme je vous le disais, c'est vraiment une culture de PME. On essaye d'être très impliqué dans une co-gouvernance, j'ai envie de dire, avec les dirigeants de nos 3 divisions. Vous l'avez vu, nos 3 divisions servent des marchés complètement différents les unes des autres. Elles sont totalement autonomes. Elles sont structurées comme une véritable entreprise. Maintenant, nous, l'organisme de Belfort, qui est un organisme, si je puis dire, de contrôle, on est vigilant et on accompagne, je fais le rapprochement avec le réseau ici, on accompagne finalement nos dirigeants dans leur plan de croissance, dans leur plan de développement. Quand il y a des petits feux, des incendies, on essaye de faire le pompier. On a une équipe à Belfort d'auditeurs, de contrôleurs, d'auditeurs industriels, d'auditeurs financiers, d'auditeurs HSE. Et on n'hésite pas, quand il y a des difficultés, à constituer une équipe, quitte à ce qu'elle soit pluridisciplinaire, pour aller investiguer, je dirais, là où ça ne se passe pas bien, et avec les équipes dirigeantes des filiales, essayer d'instaurer un plan d'action très rapide. C'est une équipe d'urgence, presque, c'est ça ? Voilà. Oui, presque. Ok, on arrive et on prend l'avion et on part, quel que soit le lieu. Vous avez donc dans les traits majeurs, qu'est-ce que ça vous apporte toujours cette idée de 240 années d'histoire commune ? Parce qu'il y a une réelle volonté d'avancer, mais il y a aussi une tradition. Est-ce que ça a des plus ? Est-ce qu'il y a des moins ? Ah oui, il y a des plus, il y a des moins aussi. Oui, on les montre pas tout le temps, mais il y en a. Ça se passe pas trop mal, puisque pour l'instant, quand on consolide, ça fait plutôt du plus. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ce qu'on essaye d'avoir, et on ne l'a pas trop montré ici, mais on essaye d'avoir au sein de nos divisions un équilibre des contributions des divisions, parce qu'on ne veut pas dépendre d'un seul cycle, aéronautique ou automotive. On est bien à avoir sur un tabouret plusieurs assises, ce qui nous permet justement de pouvoir passer des moments ou des périodes qui sont difficiles. Alors toujours dans les traits majeurs de la culture LISI, j'ai noté 3 mots-clés. J'aimerais que vous puissiez dire juste un petit mot. Socle, développement, croissance. Est-ce que vous pouvez me dire un petit mot sur chaque mot ? Socle, développement, croissance. Alors, au niveau du socle, on en a un petit peu parlé. C'est véritablement les racines sur lesquelles on est. On est une entreprise familiale. Donc, notre rôle, il est de transmettre ce que l'on a reçu. Ça, c'est une première chose. Le deuxième, vous m'avez dit ? Développement. Écoutez, on essaye d'avoir toujours des plans de croissance et on essaye surtout de s'asseoir sur un certain nombre d'innovations qui nous permet, on l'a vu tout à l'heure dans le petit film, de pouvoir construire une croissance interne, une croissance organique de l'ordre d'à peu près 4%. Et puis, quand on en a la possibilité, on a des prévisionnels à 3-4 ans, ce qui nous permet de détecter des cibles d'acquisition que l'on essaye de pouvoir faire. L'équilibre entre les 3 divisions, l'équilibre entre croissance interne et entre croissance externe, toujours par autofinancement, c'est véritablement les grandes valeurs qui nous unissent. Très bien. Concernant cette fois-ci la gouvernance, LISI est avant tout une entreprise familiale et publique avec des processus structurants. Comment ça marche, en quelques mots, au niveau des conseils d'administration ? Et puis, comment s'est montée l'organisation, l'organigramme ? Alors oui, effectivement... Je veux tout savoir.
nos chers pères respectifs, si je puis dire, ont eu la merveilleuse idée de nous introduire en bourse en 1988-89. Et ça nous a apporté notamment la possibilité de pouvoir faire appel public à l'épargne. Ça nous a apporté surtout un niveau d'exigence et de rigueur dans la gestion et les chiffres qui est extrêmement important, avec une gestion de calendrier qui est très très rigoureuse, de manière à sortir à J plus 5, plus 8, les premiers chiffres, et être capable d'être réactif au plus vite. Nous allons passer, tiens, on en parle, on peut parler un petit peu de communication financière et boursière, si vous le voulez bien. Oui, alors la particularité, effectivement, c'est d'être une société familiale et cotée en même temps. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est tout à fait compatible. Il peut y avoir une certaine opposition entre les deux, mais l'avantage d'être une société cotée, c'est que vous avez un flottant, c'est-à-dire des minoritaires qui se régulent entre eux. Donc vous n'avez pas à vous en occuper. Par contre, il faut s'occuper derrière de communiquer. Donc vous communiquez à des investisseurs, donc des fonds de pension qui sont basés à Paris, à Londres, à Zurich, aux États-Unis. On a la moitié du flottant qui est détenu par des Américains, donc qui s'intéressent à nous. Oui. Comme quoi on peut être à Belfort et encore pire à Grand-Villard et attirer des investisseurs très significatifs comme Fidelity, Invesco, etc. Des gens qui gèrent des centaines, voire des milliers de milliards. Donc ça veut bien dire qu'il y a une particularité. Dans les sociétés familiales, on développe un plan long terme. Le plan long terme intéresse les investisseurs parce qu'on voit que dans la durée, quand on a une vision, quand on est tenace sur ses objectifs, eh bien on arrive à créer de la valeur dans la durée. Et je pense que c'est ce qui est reconnu dans les sociétés familiales aujourd'hui. Donc on peut être tout à fait familial et coté. Et dans la durée d'ailleurs, on surpasse tous les indices boursiers, quels qu'ils soient, que ce soit les indices long terme ou court terme. On peut voir d'ailleurs sur votre site internet constamment le montant de l'action. En haut à droite, je crois. Voilà, oui, tout à fait. Ouais, pour le voir. Donc, voilà. Donc c'est tout à fait compatible d'être une société familiale et publique en même temps. C'est à Belfort qu'on travaille le développement stratégique du groupe ? Oui, absolument. C'est notre petite cellule à nous, donc société de tête du groupe. On tient à être non pas une holding, mais être très industriel, donc très proche du terrain. Et on est organisé avec des business groups qui sont focalisés par ce qu'on appelle notre domaine d'activité stratégique. Là, on souhaite se développer. Effectivement, on a des domaines d'activité stratégique qu'on souhaite développer plus rapidement que d'autres. Hein. On essaie d'allouer des ressources pour ça. Et là, effectivement, c'est le plan stratégique. Là, on vient de prendre une décision un peu structurante dans le groupe, c'est d'arrêter le processus budgétaire. Le processus budgétaire, en fait, on s'est aperçu que c'était extrêmement lourd et pesant, et n'apportait pas beaucoup de valeur ajoutée. Et en fait, on préfère avoir un plan stratégique que l'on remet à jour tous les ans. Et la déclinaison annuelle du plan stratégique, effectivement, c'est le budget. Mais il n'y a pas une double exercice. Donc, voilà, c'est de simplifier les choses, mais de donner de la durée. Et nos managers, eux, sont là pour atteindre l'objectif qu'on a fixé. On leur donne les moyens, on leur donne les ressources, on leur donne un peu de ciel bleu au-dessus de la tête. Donc, ils ont un espace de liberté. Et ils ont la motivation derrière pour pouvoir tenir ces objectifs, à la fois par business group et par division. Nous allons arriver tranquillement vers la fin de cet entretien. Jean-Philippe Koller, un petit mot sur le réseau Entreprendre, parce que je crois que ça fait une dizaine d'années qu'on se croise, qu'on se voit, vous êtes toujours présent. Un petit mot pour nos lauréats. Ah, pour les lauréats, ça donne faim à avoir vu des flammes-cuches et des chocolats. Ça, c'est une première chose. Et puis, j'ai envie de dire, surtout, défoncez-vous. Ayez une volonté d'entreprendre comme il faut avoir, et surtout, parce que c'est ça qui est important, et moi je fais vraiment le rapprochement, et c'est pour ça que je suis en quelque sorte très à l'aise dans le réseau Entreprendre, c'est que je fais le rapprochement avec le groupe. On est un réseau, on travaille en réseau, et on accompagne nos divisions. Et c'est pareil au niveau du réseau Entreprendre. Les chefs d'entreprise, ils ont souvent une horreur, c'est de se retrouver tout seul face à la décision. Il n'y a pas mieux que d'avoir un réseau, il n'y a pas mieux que d'être accompagné pour construire ce réseau et réaliser un plan stratégique, réaliser un plan de croissance derrière. On peut se casser la figure, vous verrez tout à l'heure, je fais le rapprochement aussi avec un petit film que vous allez voir derrière. On peut parfois trébucher, il faut se relever, il faut avoir la volonté et repartir de l'avant.
Si vous ne deviez garder qu'un seul souvenir de ces 10 ans de Réseau Entreprendre, ou des entreprises que vous avez pu accompagner, ou d'un souvenir comme ça? Ah, mais j'en ai plusieurs, j'en ai pas qu'un. Mais j'ai eu une certaine chance, entre guillemets, dans les comités d'engagement que j'ai assisté, notamment en 2016. C'est qu'à chaque fois, je suis tombé sur des projets faramineux et où la totalité du comité d'engagement a approuvé ce projet. Je pense notamment à Dido, parce que là, Dido, je pense que c'est un projet qui est très original et qui est très, très bien construit et je pense porteur d'avenir. Je vous en parlerai un peu plus, puisque on m'a demandé si je voulais accompagner Dido. Bien. On va parler de Thomas Coville. Pourquoi? Alors, je sais que Thomas Coville, c'est le record du monde en solitaire. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, c'est le 25 décembre 2016. Thomas Coville pulvérise le record en 49 jours. Il est skipper de Sodebo Ultime. Donc, il va battre ce record parce que, pour info, et si vous vous en souvenez, le temps de référence avait été réalisé en 2008 par Francis Joyon, qui avait bouclé en 57 jours et 13 heures. Et là, on est à 49 jours. C'est vous qui nous en avez parlé? Effectivement, Thomas Coville donc, est en Bretagne. On a une usine en Bretagne. Il est de formation d'ingénieur et on a pu se rapprocher avec lui dans la construction de son projet qui existe déjà depuis plus de 18 ans, je crois. Et il est tellement passionné de la culture d'entreprendre, justement, et d'un ingénieur qu'il est venu plusieurs fois dans notre usine parce qu'on est un peu partenaire technique avec lui, et on fournit effectivement quelques fixations, des fixations extrêmement spéciales, notamment celle qui tient le mât. Ça n'est pas tombé pour l'instant. Et il est venu jusque dans nos usines voir comment les fixations qu'il allait avoir sur son bateau étaient construites. C'est un formidable manager et un entrepreneur. Il l'a dit plusieurs fois, il est tombé, il a eu des accidents vraiment parfois même bêtes et stupides pour avoir s'être pris, je crois, un chalutier lors d'une route du Rhum ou d'une traversée de l'Atlantique. Il a pu se relever, il s'est constitué d'une équipe, un réseau, et il a pu, après 5 tentatives, battre finalement ce fameux record qu'il courait après depuis plus de 15 ans. Je crois qu'en régie, on va... Oui, je crois qu'on peut applaudir Thomas Coville. Au-delà de ça, en coupant un peu les lumières, on regarde une toute petite vidéo de Thomas qui a un petit message pour nous. 49 jours, 3 heures, c'est le nouveau temps de référence autour du monde en solitaire à la voile. Mais pour réaliser ce rêve fou, il fallait des hommes et des femmes qui y croient. Mais qui y croient avant que ça marche. Et Lizzie, vous étiez là avant que ça marche. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous remercier. Ce record, c'est aussi le vôtre. Vous faites partie de cette histoire. Merci. Emmanuel, petite conclusion sur l'entreprise Lizzie. Alors, je vous demandais 2 choses. Petite conclusion, et puis si on peut se projeter un petit peu à 2020. Vous inquiétez pas, il est tard, donc on va pas être long, et puis vous connaissez l'esprit franc-comtois. Hein, on va pas faire une conclusion de 2 heures. Donc non, moi je voulais parler simplement aux entrepreneurs qui étaient dans la salle pour partager avec eux toute la difficulté de cette position, avec une recherche permanente d'équilibre sur des choses qui sont difficilement conciliables. Vous voyez, on est société familiale, on développe une stratégie de long terme et en permanence, on doit arbitrer entre le risque et la pérennité. Il y a des moments où il y a des virages stratégiques à prendre, comment on les prend. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de partage, beaucoup de discussions, beaucoup d'ouverture à avoir. Il y a le court terme et le moyen terme. On met énormément de pression sur le court terme, mais en même temps, on force nos managers à penser dans le long terme, on leur donne des objectifs de long terme. On sait très bien que le long terme, de temps en temps, ça passe par... il faut sacrifier le court terme. On sait très bien qu'il y a des moments où il y a des crises. On voit que la crise va rester là pour 1 année, 2 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On n'ajuste pas, on garde la R&D, on garde des coûts fixes qu'on a eu du mal à former. Tout ça aussi, ça fait partie de la problématique du manager. Entre centralisme et d'avoir une certaine délégation, pour justement donner un peu de ciel bleu au-dessus de la tête à nos différents managers, nos différentes unités. Là aussi, il y a un vrai paradoxe et c'est difficilement conciliable. Et il y a un équilibre à chercher.
entre standardisation, on essaye de donner des règles, des procédures, de définir vraiment ce qu'est la méthodologie ici, par exemple. Et de l'autre côté, on cherche à avoir une prise d'initiative et de la motivation dans les opérations. Là aussi, c'est toujours un équilibre assez compliqué à trouver. Et puis enfin, on en a parlé tout à l'heure, entre être une entreprise familiale, une entreprise publique, on hésite, etc., nous positionner. C'est toujours, effectivement, là aussi, un équilibre qui est assez compliqué à trouver. Donc, le rôle du chef d'entrepreneur, c'est de naviguer dans tous ces éléments-là, avec beaucoup de paradoxes à gérer, beaucoup de difficultés. Réconcilier le yin et le yang, c'est jamais simple. Et là, j'avoue que, effectivement, le fait d'être appuyé, d'être adossé, d'avoir des conseils d'administration compétents, d'avoir des gens qui vous accompagnent, effectivement, c'est une aide importante. Et en tous les cas, il faut s'entraider, parce que dans ce pays, pour pouvoir continuer à entreprendre, effectivement, il faut avoir la foi. Je crois que vous continuez d'ailleurs en ce moment. Bon, je crois qu'on peut vous applaudir. Merci beaucoup en tout cas.